Depuis plus de 15 ans, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRILC, organise un cycle de rencontres annuelles avec des écrivains et des écrivaines québécois. Ces rencontres sont animées par des chercheurs en littérature, aussi bien jeunes que plus aguerris, ce qui permet de mettre en dialogue les textes, les auteurs et les savoirs. Cette saison, les rencontres d'écrivains et d'écrivaines du CRILC portent sur la bande dessinée, un genre qui a pris un essor fulgurant au Québec dans les 20 dernières années. Les auteurs que vous entendrez appartiennent à des générations différentes et ont tous publié dans des genres très variés. La bande dessinée féministe, l'album narratif historique ou encore le journal intime graphique. Pour lancer en force ce cycle d'entretien, nous avons invité une pionnière du genre, Diane Obom-Sawin, alias Obom, qui est BDiste, illustratrice et cinéaste d'animation. Ses œuvres sont bien connues, pensons à J'aime les filles ou à Caspar, et elles se sont d'ailleurs values de nombreux prix au Québec comme sur la scène internationale. C'est Virginie Fournier, chercheuse, libraire et poète, qui anime cette rencontre. Ses travaux portent sur les pratiques d'écriture des femmes, notamment la bande dessinée féministe. Elle est également bien impliquée dans le monde du 9e art, en étant jurée pour le prix BDLIS, par exemple, ou en animant des tables rondes pour le Festival de bande dessinée de Montréal. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette première rencontre d'écrivains et d'écrivaines du CRILC de la saison 2019-2020. Cette année, les rencontres portent sur le thème de la bande dessinée québécoise. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Diane Obom-Sawin, également connue sous le nom d'Obom. Donc, Diane Obom-Sawin, alias Obom, est BDiste et cinéaste d'animation. Elle publie ses bandes dessinées à la maison d'édition de poésie Loi de Cravant et en anglais chez Drawn & Quarterly. Elle a réalisé plusieurs films en collaboration avec l'Office national du film du Canada. Présentée dans différents festivals au Québec, au Canada et sur la scène internationale, ses animations lui ont valu des prix prestigieux. Grand prix au Festival international du film d'animation d'Ottawa en 2017, prix du public au Festival de cinéma Alternativa à Barcelone en 2017 aussi, Pégase d'argent animateur en Pologne en 2013 et j'en passe. Son œuvre a fait l'objet de rétrospectives au FIFA en 2008 et à la Cinémathèque québécoise en 2016. Au fil des ans, Diane Obom-Sawin a créé un type de récit bien à elle, empreint d'humour, d'humanité et de gravité, qui intègre fréquemment des éléments autobiographiques. Depuis 2012, elle aborde également l'installation, ce qui lui permet d'ancrer autrement ses mythes et ses visions oniriques dans le temps et l'espace. C'est moi, Virginie Fournier, qui va assurer l'animation de cet entretien. Je suis chercheure en littérature sur la pratique d'écriture des femmes et libraire. Et j'ai aussi une pratique en création littéraire, parfois sous la forme de fanzine, parfois sous la forme d'événements. Mais ce soir, c'est vraiment Obom qui est à l'honneur, donc bienvenue. Merci, Bonsoir. Bonsoir, Virginie. Mais ma première question, je voudrais peut-être faire un peu le point sur votre entrée dans le monde de la bande dessinée. C'est quoi le premier contact que vous avez eu avec la bande dessinée? Comment elle est entrée dans votre vie? Moi, j'ai été élevée en France, alors la bande dessinée était très présente en France. J'avais un demi-frère, en fait, j'avais un frère et un demi-frère. J'avais une famille un peu compliquée, reconstituée, mais c'est pas du tout ça le sujet. En fait, c'est que mon demi-frère, il a exigé $1 par semaine. Puis comme lui, il l'a fait, on l'a fait aussi. On a eu droit à un de son père, $1 par semaine. Puis là, on allait acheter un magazine de bande dessinée qui s'appelait Pif, oui. Pif Gadget. Et après Pif, en fait, j'ai toujours lu des bandes dessinées. Il y avait Tintin, oui. Puis Astérix. À chaque fois qu'on prenait l'avion, avec ma mère, elle nous offrait un Astérix. Puis on prenait l'avion souvent, oui. Parce qu'il est dans un des films. Oui. Oui. Et donc, c'est ça, la bande dessinée. C'était ça. Puis après, on était abonnés à Pilote. Oui. Dans les années 70. Puis après, vraiment plus adulte, mais j'étais encore un peu enfant, mais ils étaient moins peureux à cette époque là, en bande dessinée. C'était trash, vraiment. C'était L'écho des savanes.
et puis Fluide glacial et Métal hurlant. Oui. Mais surtout, l'écho des savanes, ça allait loin, en fait. Ça vous a marqué, cette liberté? Oui, beaucoup. Quand j'avais 13 ans, j'avais un album, c'était écrit, c'était Willem, je pense, c'était Drame de famille. Okay. Puis c'était un enfant qui venait de tuer ses parents, puis il y a du sang partout. C'était comme vraiment, on verrait pas ça. On verrait pas ça tellement aujourd'hui, je pense. Non, effectivement, pas pour un public, parce que c'est ça, aujourd'hui, la bande dessinée, c'est vraiment ouverte au public plus adulte, mais dans cette époque-là, il y avait quand même un public plus... c'était d'emblée destiné aux plus jeunes. Là, mais, oui, mais après, non, j'exagère avec... après, il y avait Pif, c'était vraiment l'enfance, puis l'écho des savanes avec les meurtres. L'adolescence. Oui, ça, c'était l'adolescence. Puis à cette époque-là, ma mère... elle est allée aux États-Unis, puis elle est revenue avec une bande dessinée de l'underground. Alors, c'était la découverte de... il est tellement connu, Crumb. Oui, OK. Ouais. Et après, elle m'a acheté... Elle a vu que j'aimais l'humour noir, et je prenais pas ça très sérieux. En fait, c'était on montrait le drame pour le montrer, mais pas par complaisance. Bon, il y avait Reiser aussi, que j'aimais beaucoup dans l'humour noir. Claire Bretéché, qui n'était pas vraiment de l'humour noir, mais que j'aimais. Chantal Montelier, comme femme, qui était plus politique. Et ma mère, vu que j'aimais l'humour noir, elle m'avait offert... un dictionnaire d'humour jaune, le dictionnaire d'humour rose, le dictionnaire d'humour jaune et noir et rouge, je pense. Fait qu'assez tôt, vous avez à la fois été vraiment dans l'immersion du milieu franco-belge, la BD très classique, mais aussi assez tôt dans le milieu underground. Exactement, oui. C'est ce que j'allais un peu vous demander. Est-ce que c'était au contact du milieu de la bande dessinée québécoise montréalais que ça s'était vu? Mais finalement, vous, ça vient vraiment de vos... De l'Europe et puis de l'Amérique, grâce à ma mère qui m'avait ramené... un gros livre sur la bande dessinée underground américaine. Vous lisiez en anglais à ce moment-là? Non, peut-être je pense que c'était traduit, parce que je lisais pas du tout l'anglais. OK. Et non, ça devait être traduit. Fait qu'il y a déjà eu un pont vraiment entre les deux, deux cultures BDistiques. J'espère que j'ai pas inventé un terme. Mais c'est ça, je m'étais demandé si c'était la série Archie, vu que vous en faites un pastiche un peu plus tard, mais finalement, vous êtes pas du tout, je lisais pas... les classiques, même des classiques de l'underground, qui sont devenus un peu plus tard vraiment des références. Oui. Donc, le premier contact, première œuvre d'influence, est-ce qu'il y a eu d'autres médiums, vu que vous avez... Vous flirtez un peu avec différents médiums aussi. On ne peut pas vous cantonner à vraiment un médium, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y avait aussi en cinéma ou ailleurs, ou c'était... La seule chose en cinéma, en fait, toujours avec le 5 francs, le 1 $, j'allais à la Cinémathèque. Et c'est juste à côté de chez moi, au Palais de Chaillot. Il y avait c'était super beau, c'était comme dans un jardin. Il y avait une cinémathèque, c'était un peu caché derrière un jardin. Dans mon souvenir, peut-être j'ai un peu idéalisé, mais pour moi c'était vraiment superbe d'aller voir des films. D'abord, ils n'étaient pas très chers. Je me sauvais un peu de la famille. C'était un peu une grotte, en fait. Oui. Puis j'aimais beaucoup voir des films, même russes traduits en allemand, même si je comprenais rien. Mon souvenir, le plus que j'ai vraiment aimé, c'était un film russe. Ça se passait à la campagne, puis ils vantaient beaucoup. Et c'était difficile, la vie. Mais j'aimais... j'étais complètement dans le film. Je le porte encore. C'est déjà une œuvre qui vous a marqué, même sans comprendre nécessairement le propos du film, mais dans l'image. L'ambiance, le noir et blanc, l'intensité, le vent qu'il y avait, la difficulté. Il y avait une femme qui ramassait des pommes de terre, elle était enceinte. Il vivait dans une petite hutte, il se penchait,
il faisait un peu plus chaud à l'intérieur. La lumière aussi. Donc, tout ce mouvement-là dans l'image, oui. parce que quand même, vous allez plus tard faire des films, mais déjà quand même dans votre manière d'aborder, je trouve, le découpage, il y a quand même quelque chose en lien avec le cinéma, une certaine nostalgie du cinéma même. Il y a quelque part, je trouve, dans vos BD, parfois des petits rappels de cinéma muet. Oui. Je sais pas si c'est moi qui appose des choses, mais je trouve qu'il y a quand même un regard tendre, en tout cas, vers le cinéma dans vos bandes dessinées, là, avant qu'elles soient emportées par les films. Le cinéma, c'est vraiment un refuge. Hein. Tu rentres dans une salle, tu as ton moment à toi, et en même temps, tu voyages, tu pars en voyage. Mais c'est ça, oui. J'aimais beaucoup le cinéma. Déjà très tôt. Vous avez... est-ce que je me demandais, parce que surtout J'aime les filles, on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure, mais j'ai l'impression quand même que c'est une bande dessinée qui déconstruit beaucoup de préjugés ou de stéréotypes qu'on peut retrouver quand même en bande dessinée. Est-ce que déjà très jeune, mais là vous avez nommé quand même des auteurs féminines et féministes, mais est-ce que vous aviez déjà des contre-modèles, des aspects dans la bande dessinée ou dans les œuvres que vous côtoyez qui vous ont peut-être motivé plus tard à les déconstruire ou c'est seulement en écrivant en étant porté par votre subjectivité et vos enjeux personnels que vous avez travaillé ces questions-là? Oui, moi je pense que ça vient par intuition. Il me semble qu'il y a un thème qui me... Il y en a même en suspens, comme la famille. J'ai un petit peu touché à ça, mais c'est pas fini. Et il y a des thèmes en suspens, mais il y en a d'autres qui arrivent comme naturellement. Comme pour les filles, c'était comme le moment, il fallait le faire. Je l'ai pas fait avant, ça m'est pas venu à l'esprit de le faire avant, peut-être parce que l'époque est plus favorable maintenant et c'est plus facile et j'ai pas un courage à toute épreuve pour aller contre. Oui, c'est pas dans une posture politique du tout. C'est vraiment dans une... c'est politique dans le sens que l'intime est politique, mais dans votre posture, dans votre engagement dans la bande dessinée, c'est pas un... Faut que ce soit doux, en fait, dans comment ça se passe. Par exemple, non, attends, je vais parler d'autre chose, mais dans la même... oui, il faut que ce soit doux. Par exemple, j'ai interviewé 10 amies. Et la première amie, elle m'a parlé pendant 2 heures. Et elle m'a dit qu'elle avait été déprimée tout le reste de la journée. Parce que en parlant, ça lui a fait vivre... puis elle était un peu rock'n'roll. Et c'était vraiment... ça lui a fait vivre des histoires, des tentatives de suicide liées à l'amour, l'amour, aux relations amoureuses qui n'ont pas marché, tout ça. Donc elle était vraiment déprimée. Alors moi, je voulais pas déprimer mon monde. Je comprends. Alors je me suis dit, ok, on va pas fouiller quelque chose, c'est pas ça. Parce qu'en plus, ma question, c'était pas... ma question, c'était pas la première histoire d'amour avec une fille, c'était la montée, le début du désir, même un peu semi-inconscient. Parce que j'avais lu un livre de Michel Tremblay. Puis lui, je me rappelle plus lequel, mais il disait qu'à un moment donné, il y a eu une révélation, il avait 16 ans. Puis sa révélation, c'est que il s'était rendu compte qu'à chaque fois qu'il voyait un couple d'hommes et de femmes qui s'embrassent, il avait tendance à s'identifier avec la femme qui reçoit le baiser. Alors il s'est dit, bon, mais clairement, je veux être embrassé par un homme. Donc il s'en est rendu compte. C'est quelque chose qu'il faisait déjà avant, semi-inconsciemment. Alors moi, ça m'avait intéressé, cette histoire du désir semi-inconscient. Donc, c'est un peu ma question, c'est depuis quand ça remonte même semi-inconsciemment, le conscient ou semi-inconsciemment, le désir pour une autre femme. C'est pour ça que ça commence
très jeune dans l'album, en fait. Il y a des histoires qui commencent à 4 ans, 5 ans, parce que c'est des amours, mais tu te l'avoues pas comme tel à l'époque, mais... Non, Et comme une fille qui était amoureuse de sa gardienne, ou je pense que c'est une professeure, je m'en rappelle plus. Puis elle jouait au basketball, puis elle essayait de l'impressionner à lancer des ballons à l'envers. Puis il y a comme une naïveté d'enfant, même oui, que tout le monde déjà vécu, tout le monde s'est retrouvé dans cette situation complètement ridicule d'essayer d'impressionner un être désiré. Oui. Mais... Cet aspect-là, il m'intéressait d'aller... parce que j'arrivais à le trouver pour moi. Donc, pour moi, c'était... et puis, c'était une révélation aussi. Quand je me suis rendu compte que je tombais tout le temps en amour. C'était comme un pattern. Puis, et puis là, je me suis rendu compte... enfin, dans la quarantaine, j'avais à peu près 40, fin quarantaine. Mais là, je me suis rendu compte que quand j'étais jeune, j'avais fait beaucoup d'écoles différentes. 14, en fait. Un jour, on les a comptées avec mon frère. Puis, à chaque fois que j'arrivais, j'étais nouvelle, je choisissais une fille. Je l'explique dans le... Oui, c'est vrai, c'est vous dans cette histoire-là. Oui, alors c'est ça. Et j'ai toujours continué à faire ça, tomber en amour. Ça vient de cette époque-là où... C'était pour moi, vu que j'étais nouvelle, dans un lieu inconnu, peut-être un peu hostile au départ, il fallait que je choisisse quelqu'un avec qui j'allais tomber en amour. Puis comme je disais pas, en lien avec l'environnement. Ça me mettait en lien, une raison de venir à l'école, une raison d'être complètement. Là. C'était ma motivation principale. C'est resté par la suite. C'est resté par la suite. Mais ça l'a donné un album qui, comme vous l'avez assez bien expliqué, qui est assez lumineux, contrairement à beaucoup peut-être d'autres... Il y aurait pu avoir plein d'autres traitements à cette histoire-là et de donner vraiment une... il y a quelque chose qui se dégage dans cet album-là, c'est que les histoires sont à la fois tellement personnelles et tellement axées sur des détails qui impliquent les deux personnes qui sont en relation dans chacune des histoires, les deux filles de chacune des histoires, mais en même temps, il y a comme un fil conducteur vraiment dans toutes ces histoires-là de cet éveil-là, comme vous l'avez vraiment bien nommé. Et en fait, ça m'a amené un peu à ma prochaine question, qui était, vous avez parlé de douceur, de traitement. Comment vous sentez que vous avez un sujet sur lequel vous voulez travailler et concrètement, comment vous vous mettez à travailler? Moi, ça m'intéresse. Oui. Est-ce que vous... j'aime ça, cette question. Est-ce que ça part, vous commencez à dessiner un personnage, puis ce personnage... Non, pas du tout? Non, tout se passe... D'abord, ça se passe sur un fauteuil. J'ai un fauteuil très confortable. Je ne sors pas du fauteuil tant que je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Oui, c'est la bande dessinée, parfois, ça a l'air magique. On ouvre l'album, on dévore la bande dessinée, mais il y a un énorme travail de scénarisation. C'est beaucoup d'étapes. C'est ce que les gens souvent oublient. Donc, vous, c'est la scénarisation dans le fauteuil. Dans votre tête même. Oui, la tête, parce qu'elle continue en marchant. Mais concrètement, c'est dans le fauteuil avec des notes. Pour J'aime les filles, c'était des interviews. Après les interviews, alors comme j'expliquais, je voulais plus que ça dure en plus 2 heures. En plus d'être déprimée, c'était l'enfer pour retranscrire tout ça. Et surtout, je voulais faire 10 petites histoires, pas un album sur une personne. Et parce que je voulais en fait que les 10 petites histoires, ce soit 10 et des millions. 10 etc. en fait. Oui. Et les histoires peuvent se multiplier. On en a 10, mais on prend les 100 parce qu'il y a des partout. C'est ça. Ont lieu partout et de tout temps. Oui, c'est ça. Et puis peut-être même pas nécessairement les filles, simplement, mais les garçons entre eux ou les bi ou les hétéros ou quoi. Enfin. Et alors, la deuxième personne, je lui ai demandé de parler pas plus que 20 minutes, 15 minutes, que ce soit un peu relax pour elle.
Et après, j'avais donc un enregistrement audio. Alors, j'ai tout réécrit. Et puis, à partir de là, j'ai fait un découpage. OK. Ça s'est fait direct à l'ordinateur. J'ai tout dessiné OK. à l'ordinateur. J'ai pas fait de fauteuil. Parce que j'avais interviewé mes amis. Il y avait déjà... J'avais la matière. Oui, un rythme naturel à ces histoires-là, oui. peut-être. Oui, non, mais quand même, ce qu'il faut faire, c'est... il faut quand même faire... je sais pas comment ça s'appelle en bande dessinée, mais que tu décides de répartir dans une page ce qui va être dit. Pour que ça peut... Bon, peut-être que ça... Tu peux même... Il y a peut-être un... Ça peut être très court, ce qui est dit, mais c'est tellement important qu'il faut peut-être prendre 3 pages. Oui. Alors, il y a comme un travail avant. Oui, de toute la mise en page, finalement. La mise en page, oui. Mais c'est vrai que, comme par exemple, s'il y a un silence dans la conversation ou qui là, dans le cinéma, ça va être peut-être un mouvement quelconque, là, mais là, c'est dans la bande dessinée, ce silence-là peut être exploité de tellement de manières différentes. Oui. Donc, Puis aussi faire en sorte qu'on ne tourne pas la page en plein milieu de quelque chose. Oui. Donc, comme pour bien rythmer, alors ça, c'est un premier travail. Et après c'est le dessin, proprement dit. Mais pour Gaspard, ça a été très agréable pour Gaspard. Oui. Là, je vais boire de l'eau. Oui. mais justement, Gaspard, je trouve qu'il y a tellement c'est une biographie, mais en même temps, il y a un dépouillement du contexte qui... en fait, c'est ce que quand je l'ai commencé, j'avais pas tout à fait compris, en fait, que c'était une biographie. Puis, tout le long de la lecture, je me disais, mais quelle histoire! Et finalement, on arrive à la fin, il y a vraiment... Puis de plus en plus, je me mets à me douter, mais c'est probablement une histoire vraie ou à moitié vraie. Puis ce traitement-là, de tout mettre au jeu, de vraiment choisir des éléments biographiques, c'est vraiment un travail de précision. Là, il y a pour que ces personnages soient incarnés quand même. Là, ça m'amène à ta première question aussi. Oui. Comment j'ai fait? J'avais vraiment envie d'étudier parce que j'ai pas vraiment fait d'université. Okay. Puis j'avais envie de me mettre dans la position de quelqu'un qui a vraiment du devoir à faire, puis d'aller à la bibliothèque, puis faire des recherches. Et cette histoire m'est revenue à la tête que, en fait, c'est un film de Herzog que j'avais vu quand j'avais 20 ans, qui m'avait fascinée. J'avais l'impression qu'Herzog l'avait fait pour moi. J'étais comme un peu bouleversée après avoir vu le film. Alors j'ai dit ok, je vais donc faire ma version de Gaspard de cette histoire-là. Je voulais même pas voir le film, mais par contre je suis allée à la bibliothèque puis j'étais vraiment très heureuse parce qu'il y a beaucoup de livres écrits sur lui. Vous avez lu la documentation? Beaucoup, et c'est ça que je voulais en fait. Je voulais me documenter. Et une grande merveille, c'est qu'il y a eu il y avait un livre fantastique pour moi qui était écrit de et par Gaspard Hauser. Oui. Donc il y a tout un chapitre où c'est lui qui écrit. Et comme je voulais parler à la première personne, c'était vraiment une mine d'or vraiment une mine d'or. Alors ce que j'ai fait là, c'était du travail de fauteuil, mais j'étais chanceuse parce que j'étais à la campagne. Alors, c'était du travail d'adirondack sur une terrasse. Puis j'ai lu 3 livres. J'ai pris des notes, mais j'ai pas pris des notes de tout le livre, là, comme ça me venait. C'était un peu arbitraire. Pourquoi ça? Pourquoi pas ça? Des fois, je dis « Oh non, pas ça. Ah oui, ça. Oh non. » Puis bon, comme ça. Mais alors, tous les livres, après, je les ai relus une autre fois. Et j'ai repris des notes. Et donc, après, quand ça s'était fait... je me suis fiée à mes notes et j'ai fait des notes de mes notes pour faire la bande dessinée. Et là... C'est quelle information qui vous accrochait? Qu'est-ce qui vous semblait important? Comment vous faisiez le tri? Qu'est-ce qui vous éveillait à ce moment-là? En fait, j'ai surtout focusé sur la partie de l'écriture de Gaspard Hauser. Et j'ai fait un petit peu des ponts avec d'autres choses des anecdotes en fait qui me semblaient
intéressante par rapport à l'histoire qui était racontée par d'autres, mais que j'ai mis au jeu. Donc, c'était très intuitif, en fait. Et j'avais très peur de ne pas réussir à le faire. Alors, je me suis dit, au pire des cas, le plus important, c'est le contenu. Et puis, je tripais vraiment, j'avais du plaisir avec ça. Et bon, j'ai fait mon découpage et tout ça. Puis, j'ai toujours gardé en tête qu'au pire, ça allait être des bâtons allumettes, les bonhommes. OK. Comme, au pire, parce que je me suis dit, peut-être j'y arriverai pas dans le temps. Il y avait un deadline pour l'éditeur. OK. Mais je me disais, fais-toi-en pas, je vais faire des bonhommes allumettes, c'est pas grave. J'étais prête à assumer. Dessin, Ouais. parce que c'est ça, la biographie est intéressante vraiment pour les faits. Puis vraiment, la narration, je trouve très intéressante dans cet album-là. Puis le dépouillement même si c'est le 19e siècle, on le sent dans vraiment l'atmosphère, la manière dont les gens parlent, dans l'espèce de contraintes sociales qui sont implicites, là. Mais c'est vraiment une histoire assez exceptionnelle. Oui. Qu'est-ce qui vous a touché d'abord dans cette histoire-là? Est-ce que c'était cette espèce d'étrangeté Oui, qu'il a l'étrangeté portée? complètement. Je ne sais pas si vous l'avez Oui, vu. on peut faire un résumé. On peut faire un résumé. C'est un... Tu veux le faire? Non, allez-y. C'est un garçon qu'on a trouvé un matin sur la place de Nuremberg, un peu titubant, il avait l'air d'un idiot, puis qui pouvait pas parler. Puis il était là très tôt avec une lettre dans les mains. Puis il y a quelqu'un qui vient vers lui et qui lui demande comment vous appelez. Il dit juste cheval. C'est le seul mot qu'il a appris. Alors petit à petit, on l'emmène en prison, puis petit à petit, on découvre que avec la lettre, en fait, ce qu'elle disait, c'est que elle disait qui a été trouvé, mais que je sais pas si on dit le roturier, mais en tout cas, le propriétaire d'une ferme qui a plusieurs enfants ne pouvait pas le garder, donc il s'en débarrasse. Il s'en débarrassait. Puis là, on peut plus s'occuper de lui. Son père était dans l'infanterie, mais enfin, on ne sait plus où est son père. Mais si vous voulez le pendre, si vous ne savez pas quoi faire avec lui, pendez-le. Non, on ne sait plus. Alors, il ne donnait pas cher de sa vie. Puis, il n'y avait pas de signature. On ne sait pas qui a vraiment écrit cette lettre-là. Et c'était Gaspard, en fait. Et c'était un être tellement attachant parce que quand il voyait quelqu'un arriver, il souriait. Il était content de voir quelqu'un. Alors, les gens l'ont aimé et ils s'en sont occupés. Et il y a eu un précepteur qui a décidé D'abord, le gardien de prison a commencé à l'aimer. Puis c'était un être immensément attachant parce que très poétique malgré lui. Sensible, très sensible. aux lumières, aux sensations. Même hyper sensible. C'est peut-être même dans le spectre de l'autisme ou quelque chose comme ça. Oui. Parce qu'en fait, ce qui est arrivé avec lui, c'est qu'il a été enfermé dans une cave de à peu près la naissance ou 1 an jusqu'à l'âge de 17 ans où il était sur la place de Nuremberg. Et donc, il ne savait pas parler, il savait juste dire le mot cheval. Il savait à peine marcher. Et petit à petit, on a eu des informations qui sont sorties de lui au fur et à mesure où ses précepteurs, parce qu'il y a eu des précepteurs qui se sont attachés à lui, même des précepteurs de bonne bourgeoisie qui lui ont vraiment donné à manger, à boire, des beaux vêtements. Il s'est coiffé en se frisant les cheveux. Puis là, il a appris à écrire, il a appris à danser, à aller au bal, mais tout en étant un personnage un peu comme un idiot, en fait, mais un idiot poétique. Par exemple, quand il a vu de la neige tomber pour la première fois, il se demandait si quelqu'un avait tout repeint en blanc. Puis après, il a pris la neige dans ses mains, puis il a dit « La couleur blanche m'a mordu les doigts. » Puis tout le temps comme ça, il pensait que les choses avaient une vie en elles-mêmes, animiste. Oui. Comme un arbre qui bouge, il pensait que c'était la décision de l'arbre de bouger. Puis quand on lui disait « Non, ben c'est le vent qui bouge. » Et là, il disait « Ouais, mais pourquoi le vent fait ça? » Alors, il
Il y a, c'est une mine d'or pour faire... il y a des tonnes et des tonnes d'histoires Sa poétiques. poésie a vraiment un écho avec votre univers aussi. Oui, que... puis même sa façon d'écrire, Oui. parce que j'écris très simplement. Oui. Et puis, j'avais l'impression que c'était moi qui écrivais, que c'était... Mais en général, vous dénuez beaucoup. Il n'y a Oui. jamais de surcharge. Mhm. Vous allez vraiment, sans nécessairement être dans le réalisme, là, Mhm. pas nécessairement. Vous avez quand même beaucoup de récits de rêves aussi que Oui. dans d'autres albums. Mhm. Mais dans le fond, dans Gaspard, dans ce qu'on retrouve, il y a cette poésie-là du quotidien et de notre regard, comment revoir les choses autour de nous. Hein. Ça, peut-être, pour répondre à ta question, pourquoi, Oui, c'est... je pense que... c'est un sentiment qui est sûrement partagé par beaucoup de monde, mais j'avais vraiment l'impression d'être perdue dans un monde que tout le monde connaissait les codes, mais pas moi. On avait oublié de me dire... quand je voyais des gens se lever pour aller là, je savais pas pourquoi ils allaient là. Ou tous les jours, à l'école, il y avait une porte et puis la queue pour entrer. Donc, puis je savais jamais quelle était ma classe en fait. Oui. Alors j'allais au hasard dans une queue. Puis ma prof venait me chercher puis me mettait des choses comme j'ai appris à lire très très tard, plus tard que la moyenne. Avec tous ces changements-là entre la France et le Québec, le changement de jour de règles, j'imagine aussi. Oui. Alors, t'es un peu perdu. Et par exemple, j'en parle dans le film que j'ai fait, je comprenais pas les dictées, le rapport entre quelqu'un qui parle puis tout le monde qui écrit. Je comprenais pas pourquoi on l'écoutait pas. Je trouvais pas ça poli. Qu'elle parlait, puis je l'écoutais. Ou alors, puis là, elle avait l'air pas contente. Là, alors, je regardais sur qu'est-ce que l'autre faisait, mais là, c'était pas ça non plus. J'étais en train de... Fait que j'étais un peu comme ça. Les singuliers, je me rappelle, singulier, pluriel, féminin, masculin. La prof, elle nous demandait toujours, ça, est-ce que c'est quoi? Et je pensais que c'était un jeu de hasard. Alors, je disais, féminin, masculin. Puis là, c'était comme, non, c'était pas ça. Donc, j'avais une conception de la réalité qui était vraiment un peu bizarre. Et, oui, il y avait une autre affaire. Je peux leur parler? Oui, allez-y. Quand on apprenait un mot en anglais, dans le cours d'anglais, puis il fallait, comme le mot pomme, donc on l'écrivait en gros, pomme, dans un cahier, puis il fallait trouver le mot pomme, une image du mot, puis le coller. Puis ça, pendant 1 an, ça m'a pas rentré... dans la tête que c'est ça qu'il fallait faire. Je pensais qu'il fallait mettre une image qu'on aimait bien. Alors, je mettais un paysage de chasse en Bavière ou n'importe quoi à côté du mot pomme. Puis la prof, elle était tellement fâchée avec moi. Puis moi, je pensais... j'ai réalisé ça. Je le revois au ralenti, vraiment très fâchée, qui tape. Et puis mes oreilles faisaient bzzz, j'entendais rien, qu'est-ce qu'elle disait. Mais vraiment, elle aime pas ça. Il n'y a rien qui lui plaît. Fait que j'ai encore meilleure chance la prochaine fois. Puis, donc, ça ne marchait vraiment pas. Puis, j'étais mis au fond de la classe. Comme, OK, dérange pas, là, tu vas passer l'année comme tu peux. Puis... Mais non, alors ça, j'étais... C'est pour ça que je me suis identifiée à ce personnage-là, oui, comme des gens qu'on peut comprendre, on peut penser qu'ils sont idiots, mais... C'est juste qu'ils n'ont pas le même regard. Oui, ça. C'est vraiment... Vous voyez les choses différemment. Et on prend pour acquis que tout est normal, et tout à sa place, mais c'est plein de codes en même temps qu'il faut connaître. Et donc, c'est ça, Gaspard, pour ça que ça m'a fait un choc quand je l'ai vu la première fois. Puis j'étais tellement... en amitié avec Gaspard pendant que je l'ai fait. On le sent, je pense. Surtout, là, j'ai comme relu un condensé de votre œuvre pour préparer l'entretien. Puis,
en ayant plus en tête vos autres albums, on le sent encore plus. Je trouve qu'il y a vraiment un regard en particulier sur ce personnage. Mais là, vous parliez de collage, puis là, ça m'amène aussi dans une autre de mes questions, parce que dans votre style de dessin, il y a quand même aussi une pratique de collage, d'insertion. Ben, justement, dans Gaspard, il y a une image justement de pommier. Ah oui, c'est vrai. C'est quand on voit des yeux de Gaspard, puis là, c'est une photographie au lieu d'être un dessin, des pommes. Puis c'est drôle que vous ayez parlé de cet exemple-là. Mais ou là, dans cette parodie de Archie, puis je sais qu'en illustration, c'est peut-être quelque chose que vous avez fait plus souvent aussi, mais il y a des insertions, des détournements aussi. Oui, des détournements. Je pense que vous, la publicité, ça doit être quelque chose qui vous fascine C'était les années 80, en fait, ça. Je m'en éloigne beaucoup. OK. Mais je suis contente de l'avoir fait, mais c'était plus... je ne sais pas comment, plus quoi, mais... c'est de plus en plus épuré, peut-être. Oui, maintenant. c'est vrai, dans l'évolution de votre style, je fais plus de collage, peut-être moins d'ironie. J'avais envie de revenir à l'ironie avec Hachier, mais en fait, c'était vraiment une époque des années 80. À ce moment-là, vous étiez à Montréal? Oui, j'étais à Montréal. Je suis revenue quand j'avais 23 ans, en fait. Puis comment, en fait, est-ce que c'était peut-être aussi une pratique plus du fanzine, donc de l'auto-édition, donc parfois aussi ça implique au niveau de l'impression, peut-être que ça, je sais pas si c'est des... Non, c'est pas ça, en fait. Non. C'est venu avec les Life Magazine. J'ai découvert j'ai acheté un gros lot de Life Magazine qui coûtait pas cher. Après, c'est devenu beaucoup plus cher. Excusez-moi. Et puis, je trouvais ça fascinant. En fait, c'était bien plus beau que ce qu'on fait maintenant, la qualité des images en couleur, même en noir et blanc. Quelqu'un m'avait parlé de ça, mais je ne me rappelle plus exactement du détail. Il y avait des équipes techniques qui retouchaient les photos. Il y avait des gens qui travaillaient au journal pour la qualité des images. Puis j'adorais tellement cette qualité d'image-là que je m'en suis servie dans la publicité pour faire des tournements. Et je travaillais pour le magazine qui s'appelait MTL. C'était un magazine montréalais qui a duré peut-être une dizaine d'années. Et je travaillais tellement pour eux que et avec ce principe-là de faire des collages, avec le support d'images du Life Magazine. Ouais. Et je travaillais tellement pour eux que mon portfolio, en fait, à l'époque, c'était pas Internet, enfin, c'était pas sur le web. C'était vraiment un cartable qu'on traînait, qu'on présentait. Ouais, c'est ça, on se déplaçait pour présenter. Puis c'était vraiment comme si c'était un seul magazine qui m'avait... que toutes les pages étaient... OK, oui, il y avait vraiment une concentration de votre travail dans ce contexte-là. Oui, avec MTL. Puis Saturday Night à Toronto. Donc là, c'était vraiment de l'illustration de magazine que je faisais. Puis j'avais relativement carte blanche. Et puis après, je me suis mis à peindre tous les visages qu'il y avait dans les je gardais le corps et puis le visage mettait complètement un autre visage. Et j'en ai fait beaucoup de ça, vraiment des milles et des milles. Puis à un moment donné, j'ai pris un live, j'ai changé tous les visages qu'il y avait sur... même des oiseaux, je mettais un gros nez, des boutons. C'était l'époque des dents cassées, des boutons. Là, je fais plus ça. Plus ça, mais est-ce qu'en même temps, vous êtes peut-être de plus en plus avancé vers un ton plus personnel? Il y a moins besoin d'aller dans l'ironie, en fait. C'est ça. Puis donc, pour revenir au visage, c'est que j'en ai fait vraiment beaucoup. Puis à un moment donné, j'ai eu peur à un moment donné
que ça se fait pas, mettre des visages sur les visages de quelqu'un d'autre. Puis à un moment donné, j'étais allée dans une fête, puis je voyais mes amis, je les voyais avec des visages, avec des nez, puis j'ai dit, oups là, il faut que j'arrête de faire ça. J'ai jeté tous mes lives, donc j'avais plus recours à faire du montage et à découper. Puis à ce moment-là, vous vous tournez vraiment vers le dessin. Plus le dessin, plus dépouillé, comme on en a parlé. Puis au niveau du dessin, est-ce que... parce que vous avez quand même un style qui est très reconnaissable. Là. Tantôt, je le montrais, mais j'ai un sac de Lot Cravant que vous avez fait, que c'est des oiseaux avec les livres sur la tête. Mais on vous reconnaît assez instantanément dans votre trait. Et je me demandais comment progressivement vous êtes arrivé vers ces personnages animaux, ou est-ce que c'est de l'exploration carrément? Non, vraiment pas. C'est ça que ça donne. Puis ça fait c'est ça que ça donne. C'est ça que ça donne. J'ai vraiment pas poussé du tout. Des fois, je regarde d'autres affaires. Je regarde beaucoup. Je m'intéresse à plein de choses, mais je reviens à ce que j'arrive pas à je sais pas comment dire. Je vais vraiment dans c'est ça que ça donne. Mais c'est votre style. Oui. C'est pas qu'il y a quelque chose à refaire du tout, mais je me demandais, parce que là, vous passez quand même de deux techniques assez différentes, mais puis là, vous avez essayé vraiment les lignes plus épurées, comme on l'a dit, puis ça donne des personnages animaux. Vous êtes à l'aise avec... C'est plus facile un personnage non humain, parce que j'ai pas un style très réaliste. Puis je suis pas vraiment ce qu'on appelle une bande dessinée dans le sens classique. Là, tu mets devant un nu, là, ça va être un désastre. C'est pas comme ça que vous travaillez, c'est pas. Non, votre approche de dessin. Je dis pas non, j'ai déjà essayé, puis c'est agréable aussi, mais j'ai pas ça. Je l'ai pas. Donc, c'est pas comme ça que vous racontez, en tout cas. Non plus, non. Puis donc, j'ai pas un style très réaliste, et c'est très dur de faire des visages soi-disant humains quand t'as pas un style réaliste. Je trouve ça difficile. C'est où tu l'as ou tu l'as pas, mais là, c'est plus facile de mettre un bec d'oiseau et des plumes sur la tête, dans ce cas-là, ni humains, ni animaux. Oui. En fait, c'est beaucoup plus facile. Des chevaux Wonder Woman, par exemple. Oui. Ça, c'était un truc pour moi, parce que j'aurais eu du mal à faire... Puis je voulais que les filles soient sexy en même temps. Oui. Ça, c'était important. Alors là, j'ai décalqué parce que si j'avais gardé mon style patate, là, ils n'auraient pas été sexy du tout. Et donc, j'ai décalqué sur des tableaux de la Renaissance. Pour alimenter. Un courbet comme la avec couverture qu'on voit ici. C'est un courbet avec un autre peintre. J'ai comme fait des raccords, puis avec des têtes d'animaux. C'est un peu raccord, là. Mais en même temps, ça donne je veux dire, ça donne quelque chose d'une densité à votre dessin, ça donne une profondeur. Oui, de sensualité, je voulais. C'est encore un jeu de code d'une certaine manière aussi, qui est fantaisiste, mais qui sert aussi le propos. Oui, c'est un jeu de code, comme tu dis, parce que, en fait, les têtes d'animaux, ça se fait... depuis tout le temps, pratique presque. Quand même en bande dessinée. Comme même au 19e siècle. C'est vrai. Granville, des illustrateurs qui mettaient des animaux en... Mais pourquoi pas, dans l'univers de dessin, on le ferait pas. Hein? Oui, il n'y a pas de limite dans le dessin. Des limites de construction de lignes, mais dans notre imagination, pourquoi s'arrêter? En même temps, c'est bizarre. Hein? Mais moi, j'adore les personnages animaux. J'avoue que j'ai vraiment un fait pour, en général, ce type de personnage-là. Ma prochaine question, je voudrais juste revenir peut-être un peu sur le thème du rêve qui revient quand même dans plusieurs de vos albums. Qu'est-ce qui vous porte dans ce sujet-là, dans ce thème-là? J'adore ça. Plus ça va, Ils sont très intéressants, vos rêves. En tout cas, j'aimerais avoir des rêves aussi... ils ont vraiment des bons punchs. C'est rare qu'un rêve, mais je trouve que ça... Donc, c'est vraiment vos rêves. Oui. Vraiment que vous mettez alors, en image. En fait, c'est intéressant, ça, parce que
Je rêve beaucoup. Enfin, je m'en rappelle souvent. Peut-être parce que je dors pas très bien. Alors, je m'en rappelle. Mais j'ai un livre, un carnet à côté de mon lit. Et puis, c'est de les écrire. Quand tu écris un rêve, même si tu penses qu'il n'est pas intéressant, en même temps, dès que tu l'écris, il se révèle. Il y a quelque chose qui se révèle. Puis, en écrivant un rêve, c'est déjà une adaptation. Parce que l'essentiel, c'est pas du tout puis on n'y arrivera jamais, de refaire le rêve en double, on pourra pas. Effectivement, que dès que vous mettez à l'écrire, Oui. vous le racontez différemment, et forcément. Alors forcément, c'est déjà une adaptation. Puis même dans le choix ou même en le racontant à quelqu'un, le choix des mots qu'on utilise ou ce qu'on décide de mettre, de décrire, c'est déjà révélateur de pourquoi. Oui, effectivement. Autant que le rêve lui-même, en fait. Alors, c'est fascinant, ça, parce qu'il vient un sens en l'écrivant que tu n'aurais pas décelé si tu ne l'avais pas écrit. Puis le fait aussi que ce soit déjà une adaptation, c'est très agréable. Et ce que j'essaye de faire, c'est de le faire vite, vraiment sans censure. Ça sort bourré de fautes. Oui. Direct dans le carnet. Direct dans le carnet, puis je mets des petits croquis pour que ce soit plus vivant, puis que j'ai du fun pour leur lire aussi. Pour votre futur vous. Oui, parce que c'est agréable quand il y a des petits croquis, et des petits croquis faits vraiment aussi vite là, que c'est raconté. Et j'ai réalisé après, une fois que les rêves sont écrits, pour faire une adaptation en bande dessinée, c'est mieux, enfin, pour celui-là, j'ai fait plus attention de choisir des rêves qui parlent à tout le monde. Pink Mimi Drink, juste pour le nommer pour le podcast. Mimi Drink, que ce soit des rêves qui aient un sens absurde pour absurde, ça vire, ça tourne en rond. Oui. Mais là, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment sur la confiance en soi, sur le prendre soin de soi, la bienveillance, l'éloge de la fuite. Il y avait plein oui, c'est ça, la confiance dans l'inconnu. Comme de sujets qui vous parlent. Mais qui risquent de parler à d'autres mondes. Oui, qui résonnent avec d'autres. Oui, c'est ça, qui ont des thèmes qui sont vraiment liés à des choses un peu enfin, que tout le monde risque de ressentir. Et c'est drôle parce qu'il y a des gens qui m'ont dit c'est vraiment absurde ton album, mais je peux tout expliquer. En fait, mais il y a des gens qui m'ont dit non, c'est pas absurde. Alors ça dépend, mais oui, c'est sûr qu'il y a une symbolique propre, un peu subjective, mais qu'en même temps, en tout cas, je vois un peu de ce dont vous parlez. Oui. Alors, quand j'ai fait l'album, donc j'ai choisi les rêves les moins complètement absurdes, mais qui pourraient complètement dérouter. Puis, donc, en les mettant en dessin. Puis en faisant ce que j'avais expliqué tout à l'heure, comme la mise en page, puis à quel moment on tourne la page et tout ça, en faisant ce travail-là, j'ai découvert d'autres sens que j'aurais pas trouvé si je l'avais pas fait. Donc c'est une deuxième adaptation, puis d'autres sens. Par exemple, dans un des rêves, je suis dans un sous-sol, puis où il y a quelqu'un dans un sous-sol, puis il y a des fuites dans les tuyaux, puis ça fuit vraiment de partout. Puis il y a deux personnes qui insultent, on va dire moi, ça va être plus simple, qui m'insultent. Puis plus elles m'insultent, et plus les tuyaux fuient. Alors je cours pour vraiment réparer tous les tuyaux, puis à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là à subir tout ce mépris Alors je décide de partir. Puis j'avais un chien qui est un pug, qui est exactement elle, qui s'appelle Mimi. Et puis Mimi, dans mes rêves, elle me fait tellement du bien dans la vraie vie que dans mes rêves aussi. Alors je fuis, Mimi, j'entends ouf ouf. Mimi arrive, on monte les escaliers, j'enlève les escaliers
pas les escaliers, l'échelle, comme ça les deux qui m'insultent peuvent pas me suivre. Puis j'ai appelé cette bande dessinée La Fuite. Puis c'est en écrivant le titre que je me suis dit, tiens, c'est drôle. Ça a double sens. Avec l'eau. Oui, la fuite de partir et la fuite des tuyaux. Puis c'est une fuite du cœur, en fait, quand quelqu'un te fait du mal d'une façon ou d'une autre, puis tu laisses faire, c'est comme des petits coups de couteau dans ton cœur, puis ça fuit. Ça fait juste être exponentiel à moins de se protéger, oui, c'est ça. nous protéger. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, j'aurais pas pu trouver tous ces liens-là si je l'avais pas même mis en bande dessinée. Mais c'est vraiment intéressant ce que vous dites avec les deux adaptations, parce que je m'en allais pas du tout vers ça, mais je vais en parler maintenant. Mais vous passez de la BD au cinéma, mais là, dans ce que vous venez de nous raconter, c'est quasiment un cinéma qui passe en bande dessinée. Donc là, on va faire une espèce de cycle qui rejoint quand même votre pratique qui est, on va dire, multidisciplinaire. Là, je parlais de médium tantôt parce que je pense que quand même la bande dessinée, plus j'en lis, plus j'y réfléchis, je me dis c'est de moins en moins un genre, c'est de plus en plus un médium carrément à part. Mais donc, entre le cinéma, passer d'une bande dessinée au cinéma et ce dont on parlait, en fait, toute la question de l'adaptation de votre travail, comment elle se vit, comment vous l'approchez dans votre démarche? Excusez. Oui, c'est... On va boire de l'eau. J'aime beaucoup quand tu dis que c'est comme des films dans la bande dessinée. Souvent, on fait... Mais les rêves aussi. Oui. On fait souvent le lapsus de dire mon film au lieu de dire mon rêve. Oui. Puis j'ai un des rêves ici que je veux vraiment adapter en film parce que je l'ai... en l'écrivant, en le rêvant, il ressemblait à un film. Puis en l'écrivant une première fois, ça ressemblait un peu à un film, un peu plus. Puis en l'écrivant une deuxième fois, c'est carrément plus un film. Puis là, j'y vais. Là, je veux faire un film. Puis je veux vraiment faire un film... là, je suis un film à la Hitchcock. OK. Et j'ai pas étudié ni le cinéma, ni la bande dessinée. Mais là, j'ai vraiment envie d'étudier. Je me suis fait venir des livres sur l'art du récit. Et j'observe les films de comment ils sont faits, les films de Hitchcock. Puis, oui, particulièrement sur Hitchcock. Un peu comme vous avez votre démarche plus universitaire, là, d'une certaine de Gaspard, comme on parlait. Là, vous voulez un peu reprendre ce processus-là. Oui, mais pas pour l'histoire, parce que l'histoire, je l'ai, mais vraiment pour bien monter l'histoire, pour qu'on ait des frissons, le spectateur, parce que c'est le seul cauchemar qu'il y a là-dedans. Oui. Puis j'ai envie de le pousser de le pousser pour que ça devienne un genre de petit thriller, en fait. C'est intéressant. Oui. Puis en animation, en animation, ouais. Puis là, la seule chose que je vois pour que ce soit vraiment intéressant, c'est des popettes, mais ça, je sais pas comment faire, alors. Mais ce serait ça qui serait... C'est un processus. Oui, c'est un processus. Alors, j'ai jamais travaillé encore comme ça, mais dans le travail de fauteuil, j'ai un livre spécialement pour ce projet-là, et qui va se faire dans 2 ans, parce que là, j'ai d'autres choses. Et j'écris dès qu'il me vient une idée. Donc, c'est vraiment un long terme. Oui. Puis plus lire des livres là-dessus, sur le récit. Puis ça va être un film aussi où il n'y aura pas de voix off, parce que je fais toujours ça, des voix off. Toujours. J'en ai fait 2, 3 avec des voix off. Oui, c'est vrai. Et les 3 aussi sont... Donc là, je veux mettre des dialogues, pas du tout de voix off, comme exercice. Par exemple aussi, même en bande dessinée, j'avais fait cet exercice-là. Comme celui-là, c'est des rêves aussi. Oui. Et là, c'est comme une voix off, on peut dire, dans la bande dessinée, parce que le texte est en haut. Alors, c'est comme une personne invisible, enfin, la personne
le narrateur, en fait, tu le vois pas, mais il raconte l'histoire en haut, comme ça, comme en voix off. Par exemple, elle me donne... non, attends. Je sens que c'est ici que j'ai le plus de chances de la rencontrer. Finalement, je prends un ticket de train pour l'Allemagne. Je m'achète un pull de laine et des magazines. Alors, c'est comme écrit, il n'y a pas de dialogue, c'est comme écrit, c'est le narrateur qui parle, comme les films en voix off. Puis pour celui-là, je me suis dit, OK, aucune voix off. Alors, c'est vraiment un peu déroutant. Parce que d'habitude, quand on raconte un rêve, j'ai lu d'autres récits de rêves en bande dessinée, il y a toujours souvent une voix off. Ouais. Il y a moins de dialogue. Ouais. Et puis c'est intéressant, comme vous dites, un peu notre réécriture de ce rêve-là, mais on devient une voix off. On devient narrateur, forcément. Pour Puis là, il n'y a aucune voix off. Alors c'est un peu déconcertant, peut-être pour ça, parce qu'on ne pense pas que ce serait nécessairement un rêve, à cause qu'il n'y a pas de voix off. C'est juste des dialogues, en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet-là? Donc pour le film... Et pour le film, je vais faire la même chose aussi, parce que j'avais tendance à tout mettre en voix off. Et ça va être en dialogue. Donc là, vous un peu dans ce que j'entends, c'est vous avez quand même essayé 2 types de narration en bande dessinée dans vos albums que là, vous voulez expérimenter en cinéma. Donc, il y a vraiment aussi un lien direct de retour sur la même histoire. Pas nécessairement toujours de reprendre la même histoire, mais il y a comme un retour sur donner une autre facette à un récit que vous avez déjà une autre facette à un récit. Ça, j'ai surtout envie de le faire pour le rêve, le déni qui est là-dedans. Mais pour Gaspard et J'aime les filles et même Ici par ici, un film. Oui, en fait, plus autobiographique. Oui, mais en fait, c'est pas de ma faute. Je vais vous expliquer. Parce que j'ai fait 3 bandes dessinées qui ont fini par être des films. Mais c'est pas... Enfin, je vais vous expliquer. J'avais fait une bande dessinée sur mon enfance. C'était un album qui s'appelait... Je me rappelle plus comment il s'appelait. C'était des récits d'enfance. Le Cyclope, l'enfance du Cyclope. Oui. Puis... après, j'ai un producteur à l'ONF qui voulait faire un film avec moi. Puis, parce que, enfin, bon, c'est trop long comme histoire, je vais aller plus simple. Et moi, j'ai commencé à faire La Flûte enchantée de Mozart pour mettre en film. Okay. Puis ça vient de l'enfance, ça aussi. Mon demi-père écoutait ça sans arrêt. Et t'es bercé par ça. Mozart, puis surtout La Flûte enchantée. Puis à cause qu'il y a le mot Papageno, il y a un personnage qui s'appelle Papageno. Puis je pense, à cause que mon beau-père, c'était pas un vrai papa, c'était comme un Papageno. Puis il chantait tout le temps cet opéra-là, puis ça doit être Papageno. Vous avez fait une association directe. Oui. Là, ouais. Puis ça a été aussi mis au cinéma par Bergman, La Flûte enchantée. Donc tout ce qui a rapport à La Flûte enchantée, j'ai tendance à tout aller voir. Alors je me dis, tiens, je vais faire un film d'animation. J'avais commencé à faire le découpage, le storyboard, en fait, grosso modo. Mais j'avais un problème quand même. C'est long à mettre en petit film de 8 minutes maximum. Alors, j'avais un petit problème. Puis à ce moment-là, il y avait même La Flûte enchantée qui jouait à l'opéra au même moment. On est allé avec le producteur, on est allé le voir. Puis, on voulait quand même le faire. Mais un jour, je suis venue avec ma bande dessinée juste pour le plaisir de lui montrer. Puis il m'a dit ça ferait un meilleur film. Que La Flûte enchantée. Que La Flûte enchantée. Ouais. Dans le fond, là, c'est le film... c'est Ici par ici. Ici par ici, ouais. Oui, je mélange pas. Qui vient un peu de la bande dessinée que j'avais commencé. Puis pareil pour Gaspard, j'avais pas du tout fait... j'avais fait l'album, très, très bien, mais je sentais pas le besoin d'en faire un film. Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est des histoires... puis je voulais faire un film rond, parce que j'en avais marre de faire des récits linéaires.
Puis ici, par ici, mon film, il commence à ma naissance jusqu'à 18 ans, puis très chronologique, avec une voix off. Puis je trouvais ça que c'était vraiment très linéaire. Puis je veux vraiment faire un film rond. Et en fait, j'ai comme découvert la mythologie grecque. Puis une histoire qui en finit plus, comme une histoire à effet de domino. Oui. Et c'est plein d'histoires qu'on connaît, mais qu'on ne sait pas nécessairement qui sont liées ensemble. Ça commence avec Poséidon qui prête un taureau à Minos, un roi, et le roi Minos ne veut pas lui rendre. Finalement, Poséidon, il transforme sa femme en vache, Oui, etc., etc. Puis la vache, elle tombe en amour avec le taureau blanc. Après, c'est le Minotaure qui vient au monde. Le Minotaure est enfermé par Dédale, etc., etc., etc. Puis ça finit avec, en fait, Ariane au ciel, en constellation. Puis tout se tient comme ça, d'un cause à effet, de plusieurs histoires. Le fil d'Ariane, tout, même le vol d'Icare, tout ça, c'est... Oui, tout est filé tout ensemble, est filé même ensemble. si on les connaît comme dit Oui, c'est ça. Là, Alors j'ai fait ça, puis sur un manège d'enfants, parce que j'avais mon film rond comme ça, qui tourne, puis ça marchait bien parce que il y avait le côté un peu bébé, comme rends-moi mon taureau. Non, c'était un peu comme enfantin. Puis des vengeances et tout ça. Puis aussi le manège, ça marchait bien parce que il y avait le taureau et tout le monde bougeait comme ça. Il y avait Thésée qui est parti sur un bateau, un voilier. Donc lui, il était sur un petit manège, son manège était sur un voilier. Égée, son père était sur un petit avion, dans le manège, tout tourné comme ça. Puis mon producteur, il disait, mais pousse encore, on veut vraiment être sûr qu'on va avoir le hockey pour faire cette histoire-là. Et j'ai vraiment travaillé fort là-dessus. Puis à la fin, mon producteur, il dit, je pense que Gaspard, ça va faire un meilleur film. Et je l'ai encore, je l'ai revu, le manège. Je l'ai retravaillé il n'y a pas longtemps, parce que je l'ai exposé. OK, oui. Oui, une exposition sur la mythologie et les rêves que je viens de faire. À Arbour ou... pas celle que vous parliez non, un peu à plus Expression, OK. à Saint-Hyacinthe. J'ai travaillé 1 an là-dessus. Et ça lie les deux choses que j'aime, en fait. Parce que c'est sûr qu'en cinéma, il y a tellement d'intervenants, tandis qu'en bande dessinée, vous êtes quand même plus autonome, voire solitaire. Oui, complètement, oui. Mais déjà, là, vous avez quand même une bonne expérience de différents... vous auriez pu traiter ce récit-là d'une certaine manière qui serait cinématographique, que vous auriez pu explorer, dans le fond, ces procédés-là, mais là, que pour des raisons un peu plus matérielles, c'est impossible. Mais... En fait, c'est très bien, Gaspard, que j'ai fait Gaspard, parce que je l'aime beaucoup en film. Mais là, il a fallu adapter aussi, parce que tout le Gaspard en bande dessinée, pour faire un film, ce serait un long métrage, en fait. Et donc, il a fallu couper beaucoup, mais sans détruire l'histoire. Oui, il faut garder l'essentiel. C'est ça. Alors, pour moi, j'avais l'impression de faire un haïku, en fait, un film de l'histoire de Gaspard en haïku. Et visuellement, c'est complètement différent. C'est vrai, oui. C'est complètement... C'est vraiment pas... Enfin, tous les films que j'ai faits qui sont tirés d'une bande dessinée sont absolument pas la bande dessinée mise en film. C'est complètement un autre objet. Puis, mais pour vous, ça fait... C'est quelque chose qui comment dire, qui fait du sens, qui est quand même... que ça vous a... Je veux dire, ça vous arrange, c'est pas vraiment la bonne expression, mais il y a vraiment une histoire peut être filée dans plusieurs... Oui, vraiment absolument. Racontée différemment selon les médiums. Oui, c'est très agréable, en fait. J'étais pas triste quand il m'a dit... le manège, on le fait plus avec la mythologie, on va faire Gaspard. Parce que j'allais revivre quelque chose que j'aime. Et
Oui, non, c'est pas une déception de faire ce film-là, mais c'est celle de ne pas faire celui que vous vouliez faire et peut-être, ça reste une déception, mais... Non, en fait, parce que là, dans mon exposition, j'ai réalisé qu'il vivait comme très bien, comme tel. On a construit comment je pourrais dire, un petit présentoir très, 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 très long qui fait comme je sais pas comme combien. Toute la salle. Comme toute la salle, là. Puis les planches étaient réparties sur le présentoir. Et ce récit-là comme vécu dans l'espace. Vécu dans l'espace. Sa rondeur de récit a été quand même peut exploré, mais vraiment dans l'installation. Oui, dans l'installation. Et puis avec d'autres vidéos que j'avais fait spécialement pour cet événement-là. Donc, il existe comme bel objet. En plus, j'avais fait... quand je dis bel objet, parce que j'étais allée à photosynthèse faire imprimer sur vraiment un beau papier. Au sens propre, ça devient un bel objet qui n'est pas un film, mais qui est comme ça, qui existe comme ça. Puis qui fait vivre votre récit, mais différemment. Oui, différemment, oui. Là, je dois un peu terminer cet entretien, mais on pourrait continuer, je pense. Mais de toute façon, on va avoir une période de questions. Je pensais que c'était jusqu'à 9h. J'étais prête, moi. Là. Bon, on va continuer après, si vous voulez bien, mais je vois déjà, moi en tout cas, je vois d'autres questions que je pourrais vous poser parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant et très, très particulier à vous, toute cette capacité à aller dans d'autres pratiques, vraiment, en bande dessinée québécoise, il y a je pense, certaines héritières, je pense à Sviane ou à Gilles Delporte, je pense qu'on peut facilement faire un lien avec vous, là, mais peut-être juste un bref commentaire. Est-ce que vous avez un souhait pour vos projets futurs? Est-ce qu'il y a des avenues? Ben là, on en a un peu parlé à la toute fin, mais est-ce que vous sentez que vous allez encore changer un peu votre manière de travailler en bande dessinée avec tous ces projets-là qui sont ailleurs? Pour ramener peut-être ça un peu à la bande dessinée. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez encore écrire et encore vous surprendre vous-même? Oui, j'espère. Là, j'entreprends un plus grand projet avant le film. OK, oui. En fait, c'est l'adaptation de Shakespeare, La Tempête, en bande dessinée. Wow. Puis là, parce qu'en fait, c'est tellement d'images. J'ai lu ça en une journée. C'est pas très long à lire, mais c'est long à faire. Je vois ça comme une montagne. Et je fais la méthode Pomodoro. Oui. Vous connaissez, oui, ça marche. Hein? Les universitaires connaissent. Puis pas plus que 2 heures par jour. Après, ça va être 3 heures par jour. Après 4 heures peut-être, mais... Pas trop de pression parce que c'est la seule façon pour avoir du plaisir. Oui. Puis je le ferai idéalement pas à l'ordinateur parce que tout ça c'est fait à l'ordinateur, sauf Gaspard. Oui. Et je veux retrouver le papier et tout ça. Puis vous faites à l'encre ou au feutre? À l'encre, ouais. Donc, ouais. Comme un retour dans le geste même. Oui, peut-être plus spontané aussi. Oh, wow. Ça va être avec la tempête, c'est comme un risque dans le... c'est très agréable à faire. Ouais. Mais merci en tout cas beaucoup pour votre présence. Okay, merci. Merci d'avoir écouté cet entretien entre la BDiste Diane Obom-Sawin, alias Obom, et la chercheuse en littérature Virginie Fournier. Un entretien qui s'est tenu à la librairie Le Port de Tête à Montréal. Pour découvrir d'autres auteurs, retrouvez tous les épisodes des rencontres d'écrivains et d'écrivaines du CRILC sur votre application balado préférée.